On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si, on peut tromper une fois une... non. C'est cela, oui. Vous pouvez répéter la question? Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Un quoi? C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Ce que tu dis n'a aucun sens. On essaie de comprendre. Ouais, c'est pas faux. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit. Bonsoir, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Campus 93.3 et vous venez d'écouter le générique de notre toute nouvelle trouvaille. Vous pouvez répéter la question, ou autrement dit, vous pouvez répéter la question. Alors, quand je dis notre émission, c'est parce que je ne suis pas tout seul autour de cette table. Comment ça va les copains? Ça bille chez toi. Bonsoir. Qui on a autour de la table? Anto, comment ça va? Eh ben ça va et toi? Ouais, passé de bonnes vacances? Ouais. Un bon Covid? Un bon Covid, ouais. Nickel, crevette. Eh ben écoute, ça va. Moi j'ai tout cumulé, vacances, Covid, tout ça, c'était cool. Ça a fait de l'animation. Non, je déconne, c'est la mort. Et un petit nouveau autour de la table, Richou, comment ça va ce soir? Bonsoir. Eh ben moi ça va très bien. Je suis très content de participer à l'émission. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, on est très content de t'accueillir ce soir et votre serviteur Émeric au studio. Alors, vous pouvez répéter la question ou vous pouvez répéter la question. Ah, c'est un running gag qui va être un peu lourd. C'est une émission, on va dire, à vocation culturelle qui aborde des sujets, des phénomènes de société. Et l'objectif pour chaque émission, ça va être de s'intéresser à l'un d'entre eux dans le but d'éveiller, d'aiguiser notre curiosité et notre esprit critique. Alors les domaines, ça va être vraiment varié. Ce soir, on va parler philosophie. Plus tard, on parlera de religion, de robotique, de bourse, de jeux vidéo. Vous voyez, des sujets un peu sérieux, mais très variés. Et pour cela, justement, on aura nos 4 chroniqueurs autour de la table, avec pas mal d'anciens de Radio Campus. Et alors, on va faire un petit tour de table, justement, pour savoir qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette nouvelle émission cette année. Eh ben écoute, moi je participe à Radio Campus depuis 1 ou 2 ans maintenant. Alors je fais notamment Onda Bulle, ça me fait lire des livres. Et du coup je me suis dit, écoute, avec vous pouvez répéter la question, je vais peut-être apprendre des trucs sympas. Et puis parler de sujets qui me tiennent un petit peu à cœur, quoi. Nickel. Anto, eh ben, qu'est-ce qui te botte? Ça me botte. Parce que en fait, je trouvais qu'il manquait d'émissions... pour pas dire le mot vulgarisation parce qu'il y en a qui vont pas aimer, pour parler un petit peu de sujets d'actualité et en même temps pour s'en mettre un petit peu dans la tête, pour se mettre bien avec des pensées sympas, voilà. Ouais, voilà. C'est vrai que l'année dernière, on avait de temps en temps un peu commencé à dévier de la pop culture en abordant des sujets un peu sérieux et on s'était dit, voilà, cette année, on aimerait bien pour une fois faire une émission dédiée à ça, parce qu'on a plein de choses à dire et on a hâte de vous faire découvrir tout ça. Et toi, Richou, t'as vu de la lumière ce soir? Tu t'es dit, je vais venir? Ouais, c'est ça. Il y avait l'air d'avoir des gens sympas. Non, en fait, c'est que je suis naturellement quelqu'un de très curieux. J'adore discuter autour de sujets divers et variés. Et, le principe de discuter pour s'enrichir un petit peu, c'est très, très intéressant. Donc, je suis très, très curieux de voir. On va être bien cette table. Ça tombe bien, on est divers et on est variés. Vert et varié. Super, et de quoi on va parler ce soir du coup? Eh bien ce soir en fait on va parler de zététique. Pourquoi la zététique? Parce que c'est exactement le thème de l'émission, pourquoi on aborde le sujet sérieux et donc avoir du coup les bons outils pour ça. Alors qu'est-ce que la zététique? Derrière ce nom de fruit exotique, la zététique se définit comme étant l'art du doute. Elle consiste donc à questionner les raisons pour lesquelles nous pensons que quelque chose est vrai. Ce n'est rien d'autre que la méthode scientifique appliquée à toutes sortes de questions qui peuvent nous sembler a priori étrangères à la science. Pour faire plus simple, nous avons un mot qui résume tout ça. La zététique, c'est être sceptique. Vous allez me dire, t'es bien mignon avec tout ça, mais à quoi ça sert la zététique? La zététique ne consiste pas à se jeter sur les gens pour leur interdire de croire, ni à faire leur éducation. Même si, on doit l'admettre, ça démange de temps en temps quand quelqu'un nous sort une connerie réfutant les tests scientifiques. Cependant, il faut se faire violence et accepter que la zététique sert plus notre propre intérêt que celui des autres. Elle nous sert au quotidien pour déceler des arguments douteux qu'on peut nous sortir avec de la belle rhétorique. En gros, voir qu'un caca bien présenté, ça reste du caca.
Je pense que c'est mieux résumé. Ouais, là, j'ai bien compris l'image, ouais. Donc, elle développe et exerce notre esprit critique, ce qui nous permet d'évaluer différents aspects d'une information avant de formuler et d'accepter une opinion à son sujet. On parle alors de niveau de confiance que l'on doit accorder aux informations. Un exemple simple. Pourquoi accepter les arguments expliquant que la Terre est plate alors que nous avons les outils et les connaissances nécessaires pour prouver qu'elle est ronde ? Mais alors, à quoi ça sert aujourd'hui ? On a bien tout le savoir à disposition facilement. C'est précisément pour ça qu'on en a besoin. L'accès à l'information se fait en quelques clics et c'est avec la même vitesse que les informations se propagent. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Oui, plus ou moins, là, je vois bien. Absolument. Donc, pour... That's fake news. Exactement, les fake news. Merci, je voulais ce petit mot. Là où pour certains, lire un article du Gorafi est un bon moyen de se marrer, pour d'autres personnes qui ne sont pas armées du recul nécessaire prennent le contenu de l'article comme argent comptant et véhiculent de fausses informations. Un autre problème peut se poser. Quelqu'un de sceptique qui veut se documenter peut se heurter à deux formes d'informations. Celles à qui il peut faire confiance par sa fiabilité, mais également à celles qui vont dans le sens de ses convictions. Nous sommes en permanence abreuvés d'informations avec, par exemple, les médias et leur course à l'audience. C'est à celui qui donnera la dernière info trouvée sur un sujet qui a raison. On a un mot pour ça aujourd'hui, je ne sais pas si vous le connaissez. Vas-y, dis-moi. Ça s'appelle l'infobésité. C'est le vrai terme qui est utilisé, en fait. C'est cette abondance d'informations, de news, vraies ou fausses d'ailleurs. Mais toujours, il faut savoir, il faut proposer l'info à un instant T, quoi. Ouais. Et on est juste saturé putaclic. d'infos, saturé d'images. Mais surtout, c'est le gavage des oies, quoi, au faut final. pas interrompre le flux, sinon on est has-been, quoi. Ouais, c'est ça. Merci. Il y a d'autres moyens alternatifs aussi où on peut être confronté via les chaînes YouTube avec des youtubeurs qui n'ont pas forcément de la bienveillance et qui attirent les consommateurs d'informations avec des titres putaclic. Ce qui pourrait revenir finalement aussi à ce que tu disais. Ouais, tout à fait. Alors, mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard, si tu veux. On a un truc qui va revenir là-dessus. D'accord. Un peu de suspense. Spoiler. Donc, c'est naturel de vouloir savoir nager dans cet océan d'informations. Mais alors, la zététique, est-ce que c'est automatique ? Petite pensée au lobby pharma. Coucou le lobby pharma. À Boiron, par exemple. Mais on y reviendra. On vous voit. Quand nous sommes seuls face à notre écran, il est important de prendre du recul sur ce qu'on vient de voir. Pas trop, tu tombes de la chaise sinon. Merci. Ok, j'arrête pas. Il nous faut des jingles. Il n'y a pas de raison de douter d'une affirmation non vérifiée si elle ne véhicule rien de dangereux. Mais il faut quand même pas oublier que c'est pas vérifié. Faut prendre un peu de recul là-dessus. Par contre, il est plus raisonnable de douter d'une information dangereuse quand celle-ci est affirmée sans vergogne. Notre esprit critique doit alors prendre le relais. Plutôt, je disais que la zététique n'a pas pour vocation d'éduquer les autres. Cependant, elle doit servir à des fins préventives. On ne donne pas de réponse, mais des clés pour amener à une réflexion plus raisonnée. Et pour ça, nous avons à notre disposition de nombreux outils qui nous aident à la pensée zététique. Exactement, merci pour cette intro, Anto. Donc, en effet, comme on l'a vu, en fait, finalement, la zététique, c'est l'art du doute, une sorte, on pourrait dire, d'hygiène préventive du jugement. C'est pas moi qui le dis, c'est le biologiste Jean Rostand. Voilà, donc une hygiène de jugement par rapport à une décision quant à ce qu'il faut croire ou alors ce qu'il faut faire. Alors la question, c'est comment on peut, donc ça reste théorique, mais comment au quotidien on peut finalement réussir à mettre ça en pratique. Alors imaginons, ce sera plus simple, une situation concrète et quotidienne. Par exemple, je viens de lire un article sur un site où j'ai regardé une vidéo qu'on vient juste de me partager et ça dresse une conclusion, on va dire, un peu sans sas. Par exemple, c'est de coutume, un vaccin sur une maladie rare annoncé avoir été trouvé, on a un nouveau pesticide qui est cancérigène pour l'homme, ou encore on a la dernière étude américaine à la mode qui montre que le café est nocif à long terme pour l'homme. Je vois des sourires, je sens que c'est du vécu. Donc on vient de lire tout ça, c'est extraordinaire finalement, et dans ces moments-là, c'est un peu euphorique, on a naturellement envie d'en parler, on a envie de partager l'article, on a envie de répandre la connaissance, on a appris quelque chose qui nous semble intéressant pour que tout le monde soit au courant. Mais typiquement, c'est dans exactement ce type de cas où il faut respirer, prendre du recul, et pour réussir à passer de ce qu'on pourrait qualifier de la sensation, vraiment sur le côté sensationnel, à la raison plus réfléchie. Et se poser la question, est-ce que je ne suis pas finalement en train moi-même de faire partie du maillon et de partager une fake news. Donc, du coup, on doit se forcer à prendre du recul, on commence à appliquer ce fameux doute, ce scepticisme, et
on fait des choses. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, on peut se poser des questions. Par exemple, qui, quoi, quoi, donc, où, qui, que, quoi, donc. Donc, qui est l'auteur de l'information ? Les protagonistes, mis en scène dans l'information, c'est fait par qui, c'est fait pour qui, quelle est la destination, contre qui. Voilà, se poser vraiment, avoir un peu ce graphe de connaissances, on pourrait dire, autour de cet article pour bien comprendre tout ce qu'il y a à faire. Je pense que le quand est très important aussi parce que c'est souvent que tu vois passer des articles. Oui, il faut sauver cette petite fille. Les gars, ça fait 12 ans en fait que l'article a été publié. Alors, soit la petite fille va bien, soit c'est plus la peine de s'inquiéter pour la petite fille. Exactement, la temporalité est super importante. Des fois, on partage des articles et quand on clique dessus, on voit que la date, finalement, c'est un vieil article. Donc, quoi aussi la nature de l'information, les caractéristiques, ou quelle est la provenance, la source, est-ce que c'est fiable, voilà, est-ce que c'est juste un article relayé par la source et une autre presse, ou est-ce que c'est un organisme scientifique, des chercheurs avec des certifications, et aussi la manière dont l'information est diffusée. Sur quel site, par quel site ça passe. Il y a des sites qui sont réputés non fiables, ça peut donner des indices. Donc voilà, donc tout ce genre de choses. Et puis finalement, l'arme du crime. Il faut toujours pas être parano, mais il faut toujours se poser la question, quelle est la motivation ? Derrière l'écriture d'un article, il y a toujours une motivation. Ça peut être de dénoncer quelque chose, ça peut être une volonté humaniste, altruiste, mais à l'inverse, ça peut être aussi une sorte de propagande. Si un site à tendance politique ultra extrême peut avoir tendance à vous propager comme ça de l'information idéologique ou du prosélytisme, finalement, ça peut aussi apprendre à réinterpréter avec le contexte. C'est super important d'avoir en place le contexte. Et est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs à prodiguer sur comment faire pour valider des articles ? Oui, moi j'ai une règle que j'essaye d'appliquer en général, c'est de dire que une affirmation incroyable requiert des preuves incroyables. Ouais. Et donc typiquement quand on voit passer une news avec un truc complètement abracadabrantesque, il faut un petit article sur un site quelconque sans source, c'est pas suffisant pour accepter cette information, par exemple. Très très bien. Alors, moi, j'ai un site entre guillemets fiable que je suis depuis des années. Ce que je dis, quelque part, c'est un petit peu antizététique parce que c'est un peu mon premier réflexe. Et en général, quand je vois que ce site-là a reporté une fake news, je vais pas plus loin, même si j'avais un doute. Tout simplement, je vais sur Hoaxbuster, qui est très bien coté, très bien réputé, et ça fait des années et des années que je vais là-dessus. Et ils ont tendance à débunker tout ça assez rapidement en expliquant, effectivement, comme tu disais, le pourquoi, le comment, le qui, et surtout à qui profite le crime. Souvent, c'est d'ailleurs par ça que commencent leurs articles. Ne partagez pas ça. Bien évidemment que c'est posté par ce genre de personnes-là qui veulent arriver exactement à ce résultat-là. Donc ne participez pas à ça, ne soyez pas maillon de cette chaîne, vous êtes dangereux en fait. Vous partagez une information que certaines personnes n'ont pas effectivement le recul ou l'analyse pour digérer tout ça, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça, c'est vrai que Hoaxbuster, c'est un super site comme ça. Donc en fait, il faut vérifier finalement les sources. Il faut croiser les articles, croiser les opinions, voir est-ce que l'article ne provient... en tout cas, il n'y a pas de corroboration. Donc ça, c'est toujours important de finalement avoir plusieurs opinions quand on lit un article sur un domaine qu'on ne maîtrise pas finalement, parce que la plupart des articles qu'on lit sur Internet, on fait confiance à l'auteur. Donc tu citais justement un adage qui est ultra important, Richou. En reformulant, ça pourrait donner les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Donc ça vient en effet d'un biologiste américain, donc j'ai perdu le nom, c'est Carl, j'ai oublié le nom. Et en fait, je vais vous donner 3 petits préceptes à garder en tête quand vous lisez quelque chose, ou de manière générale sur la zététique, quand vous êtes dans une conversation, finalement, à n'importe quel moment, toujours garder votre esprit critique. L'esprit critique, vous pouvez imaginer en tête, c'est une sorte de petit ami qui fait passer des informations, vous en avez un, et l'important c'est de déceler de choisir la taille du tamis qui est important. Si je vous dis j'ai un perroquet à la maison, vous pouvez me faire confiance, j'ai rien à y gagner, vous avez rien à y perdre d'y croire, donc ça passe dans le tamis. Mais si je vous dis j'ai un perroquet qui sait faire des multiplications, là vous pouvez mettre en place votre doute et de dire je demande à voir. Donc ça, c'est les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires.
Secondement, on pourrait donner ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et ça, c'est un bon adage. Finalement, si quelqu'un vient vers vous en disant tiens, moi je suis persuadé que ça, c'est très bien, vous pouvez avoir un argument d'autorité en disant je n'y crois pas. Et la personne vous dit pourquoi tu n'y crois pas, tu peux pas rejeter ça comme ça, quelles sont les preuves? Alors finalement, c'est un peu comme la présomption d'innocence. On doit venir avec des preuves que c'est vrai. Donc finalement, si quelqu'un vous dit quelque chose sans ramener des preuves, libre à vous de le rejeter complètement. Et le troisième précepte qu'on pourrait donner, c'est il faut d'abord mettre en évidence un phénomène avant d'en rechercher les causes. Et celui-là, il est très important aussi parce que ça peut être justement, quand vous lisez des articles, des fois, on va prendre un exemple typique, le cas de l'homéopathie, vous avez plein d'articles qui traitent des raisons, qui expliquent leur efficacité. Mais en fait, finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que l'efficacité, elle n'a toujours pas été prouvée. Et du coup, ça peut donner du mou, parce qu'à force de voir des articles sur Internet, pourquoi la mémoire de l'eau, pourquoi des choses comme ça, on a tendance à se dire, des études sur les causes, donc ça existe. Mais ça, justement, c'est pas correct. Il faut faire les choses dans l'ordre. Voilà. Donc bref, la liste des pseudosciences, elle est large et il est vraiment facile de tomber dans le panneau. Il y a énormément de pseudosciences qui aujourd'hui n'ont pas les preuves avec la rigueur de la méthode scientifique. On peut parler de l'homéopathie, l'acupuncture, la psychanalyse, les fleurs de Bach, les magnétiseurs, les ostéopathes, la sophrologie. Alors, on connaît tous quelqu'un qui pratique ça ou peut-être soi-même on pratique ça. Et des fois, on relâche un peu notre esprit cartésien pour se dire... tomber dans des informations comme ça a marché. Et c'est le dernier petit point que je voulais vous dire, c'est attention, en médecine, il y a des protocoles qui sont vraiment rigoureux, ce qu'on appelle la méthode du double aveugle. Est-ce que vous connaissez est-ce que quelqu'un pourrait donner la définition? Je ne te l'explique pas, mais oui. Mais de nom. Ouais. En gros, double aveugle, le terme porte bien, c'est quand on veut tester un médicament, on prend un panel de personnes, on le sépare en deux groupes, d'accord, et on va donner au groupe 1, par exemple, un effet placebo, donc c'est-à-dire un médicament qui ne fait rien, mais on leur dit que ça va marcher. Donc, personne, et au groupe 2, on va donner le vrai médicament, la substance qu'on veut tester. Évidemment, pour les gens qui sont dans ce panel, ils ne savent pas s'ils appartiennent au groupe A ou au groupe B. Donc ça, c'est la première notion d'être aveugle. Et le second aveugle, en fait, c'est le scientifique, donc c'est-à-dire en l'occurrence ici le médecin, qui va donner le médicament à ses patients. Et lui-même ne sait pas si ce qu'il donne, c'est un vrai principe actif ou alors si c'est placebo, d'où le double aveugle. Voilà. Et ça, c'est une méthode qui est ultra performante parce qu'elle permet d'éviter l'effet placebo et elle permet d'éviter tout biais finalement de jugement. Donc il faut éviter de tomber dans le fameux « ça a marché pour moi ». Le cas typique, on a tous entendu quelqu'un qui nous disait mon enfant il est tombé, je lui ai donné des petites granules d'arnica et il avait une bosse, et le lendemain il avait plus de bosse, donc ça a marché. Mais absolument pas, c'est un syllogisme. On aurait pu claquer 5 fois dans sa main et dire le lendemain il a plus de bosse, ça a marché. Enfin, vous voyez, donc attention aux sophismes, aux erreurs de raisonnement, et on en parlera un petit peu plus tard justement en seconde partie d'émission sur les fameux biocognitifs. Voilà pour ces petits conseils finalement sur comment appliquer un peu la zététique tous les jours. Et du coup, on peut enchaîner directement avec l'esprit de partage des informations, notamment avec les réseaux sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, c'est facile de partager en quelques clics des informations qu'on a trouvées aussi en quelques clics. Juste pour donner quelques chiffres, pour rester dans l'actu. En début de confinement, il y a un brave monsieur qui a fait une jolie vidéo avec un joli brevet de l'Institut Pasteur disant que le coronavirus était sorti des labos et qu'il avait été inventé depuis des années et que le vaccin existait déjà. Donc, en quelques chiffres, en 24 heures, la vidéo a été vue plus de 3,5 millions de fois et partagée plusieurs milliers de fois, toujours dans les mêmes 24 heures. Un deuxième fait, le 1er juin de cette année, il y a eu les manifestations à Washington liées à plusieurs faits. On ne va pas s'étendre dessus, c'est plus pour parler de chiffres toujours. Il y a eu 790 000 tweets qui ont été publiés en quelques instants. Et du coup, ces mêmes tweets ont été retweetés à quasiment même hauteur. Et sans vraiment être vérifiés. Il y avait même des photos de l'obélisque qui est à Washington, qui était à moitié en feu et tout ça. Et ces informations-là, en fait, étaient partagées avec des fausses photos, des photos qui ont été prises d'une série totalement au hasard. Et ils se sont dit, tiens, voilà, ça va faire le buzz. Sachant que le tweet initial a été envoyé par un bot. Par contre, tout le reste a été retweeté par des gens qui n'ont pas juste vérifié les sources. Ils se sont pas dit c'est bizarre,
Washington en feu, c'était le gros blackout, rien du tout. Et du coup, pourquoi en fait on partage ? C'est un petit peu ça maintenant la question. Pourquoi on a envie de partager sans vraiment vérifier ? Est-ce que vous avez des idées comme ça ? Alors, moi, j'ai envie de te dire, il y a ce... Comment dire ? Il y a des maladies, en fait, qui se sont développées avec l'expansion des réseaux sociaux. Notamment, je pense au FOMO. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Voilà. Donc, le FOMO... Pas le FOMO. Voilà, le FOMO, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le fear of missing out. Donc, en gros, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Et donc, ça peut tout aussi bien être un truc d'actu qu'une photo d'une Instagrammeuse. En fait, ça peut être n'importe quoi, mais c'est lié aux réseaux sociaux. Et enfin, au début, ça s'était débloqué avec toute la culture du blog, tout ce genre de choses. Mais vraiment, l'explosion, c'est les réseaux sociaux. Donc, ce fear of missing out, ça a développé complètement ce phénomène, c'est-à-dire qu'il faut être dans les premiers à avoir partagé l'info, en fait. Tu peux pas juste te permettre d'être passé à côté, tu peux pas juste la subir. Il faut que tu sois dans ce qu'on appelle les influenceurs et balancer l'info à un instant T. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et là, excusez-moi, c'est l'étudiante professionnelle en com qui vous parle, c'est qu'on a appris à exploiter ce phénomène de société. C'est fait exprès. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous êtes sur n'importe quel site de journalisme, parce qu'ils s'y mettent aussi, ils ont besoin de vues, les gars. C'est le même business partout. Hein. Que ce soit YouTube ou que ce soit Le Monde, à la fin de la journée, ce qu'ils regardent, c'est le nombre de vues et le nombre de partages. Donc, on fait ce qu'on appelle effectivement des titres putaclic qui sont faits en te donnant déjà, soit en te choquant, soit en alpaguant ton attention, et le tout en te balançant une info déjà toute crue. C'est-à-dire que sans lire l'article, sans ouvrir la page, on t'annonce un fait. Alors qu'effectivement, si tu lisais l'article jusqu'au bout, il s'avère parfois que ces mêmes journalistes et ces mêmes sites d'infos là se contredisent complètement si tu lis l'article. C'est-à-dire que là, en fait, on t'a exposé un point d'entrée, en te disant, par exemple, je ne sais pas, est-ce que le pape déteste les gays ? Ou alors juste le pape déteste les gays. Et au final, ils vont remonter toute une chronologie avec des vrais faits en général, puisqu'ils n'ont même pas besoin d'aller chercher bien loin. Et l'article finira par, en fait, le pape, il n'est pas contre les gays et ça se passe très bien, quoi. Ouais. Ou typiquement dans les études scientifiques, où en général, dans le titre, ils mettent ça à l'indicatif, en disant, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, le café est nocif pour l'homme. Et ils utilisent dans l'article le conditionnel partout. Donc c'est exactement ce que tu dis. L'important, c'est que s'il y avait du conditionnel dans le titre, évidemment, ça perdrait tout son effet, il n'y aurait pas de clic. Et l'important, là, c'est de viser le clic, parce que c'est le clic qui génère de l'argent avec la publicité. N'oublions pas que les médias, leur objectif, c'est de vendre. Et du coup, on tombe dans les biais, les travers plutôt dont tu parlais, qui est de dire « Oh, c'est ouf cette information, le café est nocif pour l'homme, je partage cette information. » Des fois, je ne clique même pas, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté de « Oh, c'est ouf !» je suis dans le métro, je suis en train de lire sur Twitter dans mon flux où il y a énormément d'informations et je retweet sans faire gaffe. Donc c'est vrai que on est dans une société où tout va vite et c'est un peu compliqué. Et tout de suite en dessous de l'article, tu as toutes les réponses de personnes complètement qui partent complètement en vrille juste en voyant le titre, en disant c'est honteux, il faut interdire le café en France. Ça, tu les trouves, le lobby du café. Tu les trouves tout de suite en dessous et quasi immédiatement, quoi. L'article partagé quelques, je vais dire minutes, mais même pas, quelques secondes après, tu commences à voir apparaître des réactions totalement démesurées en réponse à justement un fait qui demanderait des preuves assez importantes. Comme le first, quoi. Ouais, et je pense que le phénomène est aussi accentué par un deuxième, je vais dire biais, mais c'est pas vraiment le mot que je devrais employer pour la suite de l'émission, par un deuxième fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, Twitter, Facebook, c'est les réseaux sociaux des dinosaures. Maintenant, on serait plus sur du TikTok, sur un peu de l'Instagram, mais c'est ce que je veux faire ressortir là-dedans, c'est que c'est des moyens de communication visuels. Oui. Donc, au-delà du titre, on va revenir sur ce que tu disais avec ton blackout. Ce qui est important, c'est l'image. Parce que juste un titre, en fait, je sais pas vous, mais moi, je lis même plus, en fait. Juste les posts textes sur mon fil, ça défile.
J'en ai rien à faire. Par contre, dès que ton œil est accroché par une image, tu t'arrêtes et tu vas regarder tout de suite. Et je pense que ce qui s'est passé avec ton blackout, là, avec l'image sortie d'une série, c'est quelque chose qui va se propager et qui se propage de plus en plus. Parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est des images. Que ce soit sorti d'une série, que ce soit une archive d'il y a 4 ou 5 ans, que ce ne soit pas d'actualité, ça, c'est encore moins vérifié et moins vérifiable. Ces images qui sortent de nulle part, qui peuvent être touchées n'importe comment, en fait, à part si tu sais décrypter des métadonnées et si on les a pas touchées, tu l'as dans l'os. Oui, c'est clair. Donc non seulement c'est difficile de décrypter l'information, mais en plus on la rend encore plus difficile à décrypter. C'est que mon point de vue. Non, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. On est énormément porté aujourd'hui sur l'image et comme tu disais, tous les nouveaux réseaux sociaux tournent plus justement sur le texte, mais sur les vidéos. Donc, et du coup, l'effet graphique, il n'y a pas de prise de recul. Avant, avec la presse écrite, on pouvait avoir un article de fond où, le cliché, on ouvre le journal, on lit un article, on prend du recul. Maintenant, c'est une image et on va avoir, par exemple, aux États-Unis, il y a très souvent des émeutes avec le mouvement en ce moment Black Lives Matter. Et ce qu'on propage, c'est les vidéos. Parce que déjà aussi, maintenant, tout le monde peut produire du contenu. C'est aussi une des composantes du Web 2. Chacun peut poster son contenu. Donc l'objectif, c'est celui qui aura la vidéo la plus trash, etc. Donc on est dans la sensation. Et c'est sûr que lire un article de presse qui dit il y a eu des heurts hier entre la police et autres, versus de voir littéralement en vidéo la police tabasser un émeutier, viscéralement, ça ne nous prend pas du tout de la même manière. Et du coup, on a tendance à être beaucoup plus dans la sensation que dans la raison parce qu'on n'a pas de recul. C'est par le média. Donc c'est vrai que le média lui-même fait qu'on a du mal à attaquer. Je vais prendre un autre exemple qui est quand même assez connu. Et alors là, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai jamais pu trouver la vérité. C'est très compliqué parce que c'est quelque chose qui date un peu. Je sais pas si vous avez déjà vu cette photo de la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec un soldat qui embrasse une infirmière. Oui, tout à fait. Qui bascule. Oui. Alors cette image, elle a été vendue, revendue, re-revendue et dans les journaux et dans les posters. C'est une image, on va dire, iconique et qui fait partie de notre histoire. Et on nous l'a vendue comme le soldat qui est rentré au pays, qui embrassait une infirmière et tout. En fait, il s'avère que, selon une théorie que je n'ai pas pu vérifier, je vous le dis, mais en fait, en tout cas, ça circule. Ces deux personnes ne se connaissent pas et ce soldat a juste attrapé une infirmière qui passait par là, il l'a embrassée. Et c'est juste le photographe qui était là à ce moment-là qui a pris la photo. Oui, moi j'avais lu aussi cette version-là. Ça me paraissait. Alors j'avais croisé les sources, j'avais essayé de faire un peu d'esthétique là-dessus et c'est ce qui me paraissait être la conclusion. Que c'était en fait un baiser volé. Donc c'est vrai que recontextuel à notre époque où le mouvement, heureusement, a évolué. Maintenant on considérait que ça serait une agression sexuelle parce que tu embrasses pas quelqu'un sans consentement. Et donc c'est vrai que c'est le genre de choses où c'est un bon exemple où il faut croiser énormément de sources parce qu'on va avoir les deux écoles et notamment dans le mouvement MeToo, il y a eu aussi plein de choses négatives qui ont été créées pour venir polluer le mouvement. Ouais. Ce qui est intéressant au final, c'est que peu importe laquelle de ces explications est la bonne, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'au final, on n'est pas en mesure de le prouver et que nous-mêmes, on n'accepte pas l'une ou l'autre des options aveuglément. Se dire qu'on on sait pas. Je trouve que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins aujourd'hui, en partie à cause des réseaux sociaux où on veut absolument avoir un avis et exprimer un avis, dire j'ai pas assez d'infos, je peux pas tirer une conclusion ferme, c'est de plus en plus dur à assumer comme position au final. Mais moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'on n'a pas le droit de pas savoir et là pareil en tant que pro, je me suis souvent retrouvée confrontée à des stagiaires qui sont devenus blêmes, qui se sont mis à trembler, parce que je leur ai posé une question à laquelle ils n'avaient pas la réponse. Et là, je me dis, mais on est quand même dans un contexte, les gars, où je suis en train de vous apprendre quelque chose. Et en fait, si tu venais en stage et que tu savais déjà tout ce que j'allais t'apprendre et que tu avais déjà réponse à toutes mes questions, je ne sais pas ce que tu ferais là. Oui. Et je pense que c'est la phrase que je dis le plus quand j'ai un stagiaire ou quand je forme quelqu'un, c'est pas grave de pas savoir. Heureusement que tu sais pas tout, mais qu'est-ce que tu ferais si tu savais tout, mon pauvre gars ? Eh ben, tu te ferais bien chier sur cette petite planète. Eh ben, c'est une parfaite conclusion avant notre première pause musicale. La conclusion est donnée. Du coup, n'ayons pas peur de ne pas savoir. L'art du doute, la connaissance, c'est pas une science infuse. Donc voilà, on est toujours là pour apprendre et osons dire qu'on ne sait pas au lieu de répéter des bêtises finalement. Après toute cette introduction sur la zététique, sur les méthodes et autres, on va parler de biais cognitifs. Alors comme on l'a vu, la pensée critique finalement comprend des éléments assez concrets. On a donné des exemples, vérifier ses sources, etc., croiser les opinions.
ça, c'est une bonne chose. Donc, il y a plein d'outils. C'est ce qu'on vous a présenté. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des éléments abstraits qu'on peut associer à la pensée critique. Et notamment, la capacité et être en mesure à justement éviter les raisonnements fallacieux. Donc, il y a certains sophismes qui s'appuient sur des mécanismes psychologiques. Alors, un sophisme, c'est un raisonnement qui paraît logique, mais qui ne l'est pas. Ça peut se baser aussi sur des mécanismes psychologiques qui finalement mènent à des erreurs d'interprétation, des erreurs de raisonnement. C'est ça justement la définition des biais cognitifs, et c'est le sujet de cette seconde partie d'émission. Alors, est-ce que vous avez des biais dont vous avez envie de parler ? Qui veut commencer ? Richou ? On a bien fait nos devoirs. Alors moi, il y a un biais que... Il y a un biais que je trouve très intéressant parce que je m'y trouve confronté assez régulièrement. C'est l'erreur des coûts irrécupérables. Alors c'est un terme un petit peu barbare, mais ça désigne en fait une erreur comportementale qui consiste à se laisser influencer par un investissement qui est passé, qui est perdu. L'exemple qu'on donne souvent, c'est j'achète une place de cinéma, je rentre dans la salle, je m'installe et je me rends compte que le film est nul, mais vraiment pourri. Et donc là, je suis face à un choix. Je peux soit rester là et me dire le film est naze, mais je persiste, ou alors je dis je quitte la salle, je m'en vais et je vais faire autre chose de mon temps. Ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la décision que je prends, je vais perdre l'argent du billet. Enfin, le billet il est acheté, et donc en toute logique il vaudrait mieux que je parte parce que je vais faire autre chose de mon temps qui sera plus productif que de rester devant un film pourri. Mais le cerveau humain étant ce qu'il est, il y a justement un biais, une erreur de logique qui est faite par la très grande majorité des gens, et on va se rendre compte que la plupart des gens vont rester dans la salle, regarder le film, et ils vont essayer de se justifier, parce que c'est quelque chose qu'on observe très souvent avec les biais, c'est qu'après on rationalise, on essaye d'apporter un argument logique pour expliquer son erreur, et on va dire des choses comme... je l'ai payé ma place, donc il faut bien que je rentabilise, ou alors non mais il est peut-être pas si mal que ça ce film, je vais rester, ça va peut-être s'améliorer. Et c'est lui, sa chance. Et ce qui est assez intéressant avec ce biais, c'est qu'il est très bien connu et il est très bien exploité par de nombreuses personnes plus ou moins bien intentionnées, et en particulier les développeurs de jeux mobiles. Donc voilà le scénario, vous devez vous occuper de votre ferme et planter vos cultures, arroser, aller traire les vaches et faire prospérer votre ferme en vendant vos fruits et légumes. Donc après quelques heures, le jeu se ralentit, ça devient lassant, vous arrêtez, vous passez à autre chose, vous dites j'ai passé un bon moment, mais c'est terminé, je m'ennuie, je vais faire autre chose. Et le lendemain matin, vous recevez une notification sur votre téléphone qui vous dit « Hey, viens vite à la ferme, sinon tes cultures vont mourir ». Et donc on est exactement dans le même scénario que la personne au cinéma. Normalement on devrait se dire oui mais j'ai plus envie de jouer à ce jeu, j'y ai mis quelques heures hier mais c'est pas grave, ce temps perdu je ne le rattraperai pas, donc peu importe que mes cultures meurent. Mais cette notification elle est faite pour vous faire culpabiliser d'avoir investi du temps et de ne pas donner suite, ce qui est pas logique mais on sait que les gens fonctionnent comme ça. Et donc vous allez retourner à la ferme, vous allez devenir pas nécessairement accro, mais en tout cas le jeu va exploiter cette erreur pour vous faire revenir encore et encore en s'appuyant sur des mécanismes psychologiques en fait. Ça vous est déjà arrivé vous de jouer à ces jeux et de vous faire avoir Moi je suis une très grosse consommatrice de mini-jeux et de jeux mobiles, et effectivement c'est quelque chose auquel je me suis rendu compte. Déjà il faut savoir que ce genre d'applications et les applications de réseaux sociaux sont conçues pour faire sécréter de la dopamine à son cerveau. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait pour nous rendre accros et qui est fait pour simuler le plaisir. Je dis bien simuler parce que, on va remettre les choses dans leur contexte. Regarder 4 heures par jour un écran de téléphone et se dire qu'on a accompli quelque chose, faut quand même pas déconner. Donc moi je suis très cliente de ça, et en fait je me suis rendu compte que je passais énormément de temps sur mon téléphone et que c'était pas ce que je voulais faire. Du coup j'ai fait un truc tout simple. J'ai retiré le droit aux applications de m'envoyer des notifications. Oui. Et ça va beaucoup mieux dans ma vie. C'est-à-dire que j'y vais quand j'ai du temps, et surtout je ne joue plus aux jeux qui ont des impératifs de temps. C'est-à-dire, ah ouais, t'as planté un truc, par contre, dans 12 heures, faut revenir. Attends, mec, dans 12 heures, ça se trouve, je suis au bar en train de boire des coups avec mes potes. Tu me donnes pas d'ordre, ça ne se passera pas comme ça. Alors, c'est un très bon point, ce dont tu parles, justement. En effet, la dopamine, les notifications jouent énormément là-dessus, et la plupart des applis. Donc, désactiver les notifs, c'est top. Il y en
a qui ont poussé le concept assez loin pour essayer de voir comment réduire au maximum tous les superfuges qu'utilisent les téléphones, comme par exemple la couleur. Si tu veux passer moins de temps sur ton téléphone, tu le mets entièrement en noir et blanc. Parce que tout est fait, les icônes sont faites. Quand il y a la notif en rouge, voilà, le rouge, rien n'est laissé au hasard. Et sur le biais dont tu parlais, c'est un biais qui est bien connu des joueurs de poker. Parce que c'est une des premières erreurs qu'on fait, justement. C'est un des biais qui fait que les pros explosent les débutants. C'est j'ai une mauvaise main finalement, mais j'ai investi beaucoup dans le pot commun. J'ai déjà investi quelque chose. Si on t'avait dit t'as rien investi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dirais je vais me coucher. Mais là, vu que t'as déjà mis quelque chose, t'as tendance à le coup, voilà. J'ai pas envie. Quitte à perdre. Ouais. De toute façon, les jetons Ouais. qui sont au milieu, je les récupérerai pas. Donc. De toute façon, j'ai déjà mis ça. Alors c'est con. Oui. Bah oui, mais si ça te fait abandonner la partie. Oui, c'est ça. Une aversion à la perte. Exactement, une aversion à la perte. C'est dur. Merci pour ce super biais. Qui veut prendre la parole pour nous présenter un second biais? Alors écoute, moi j'en ai sélectionné quelques-uns. C'est mon esprit de zététicienne en fait. J'en ai sélectionné plusieurs, il y en a Environ 3. 10. Il y en a que 3. J'ai sélectionné mes préférés, mes petits chouchous, et c'est tous des biais auxquels je suis confrontée, on va dire, soit quotidiennement, soit j'y étais beaucoup confrontée. Le plus simple, je pense, c'est le statu quo. Alors celui-là, c'est un petit peu mon petit chouchou et il est responsable notamment de pas mal de changements professionnels et personnels dans ma vie sur ces quelques années. Parce que, comment vous expliquer, moi, l'inertie et l'inactivité, c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point. Sans être hyperactive, il y a un moment, en fait, un petit peu de dynamisme, ça n'a jamais fait de mal à personne. Alors, le statu quo, c'est quoi? Littéralement, en latin, ça veut dire « en l'état où cela était auparavant ». Donc il a donné en fait son nom à ce petit biais de jugement, je le précise, c'est un biais de jugement. Concrètement, c'est une résistance irrationnelle et viscérale au changement. Le changement, c'est le mal, on a peur du changement. Le changement sera nécessairement néfaste à l'organisation déjà en place. À éviter donc de pratiquer ce petit biais chez tous les entrepreneurs ou les managers dignes de ce nom. Parce que l'inertie, on va pas se mentir, c'est la mort en fait. Arrêter d'évoluer et arrêter de réagir à son environnement, c'est se laisser mourir à petit feu, clairement. Alors je sais, le changement c'est pas facile, le changement ça fait peur, ça peut tétaniser, mais il y a un moment en fait, si le crapaud il avait pas sauté de la soupe de tout le monde là et de toutes les bactéries pour arriver sur Terre, on serait pas là. Donc le changement ça fait flipper, mais à des moments il faut s'y mettre les gars. Et de temps en temps c'est salutaire et de temps en temps on s'est trompé, mais ça veut pas dire qu'à chaque fois que tu changes tu vas te tromper. C'est du genre à croire en la théorie de l'évolution, toi. Ouais, attention. Eh ben, tu as bien raison. Super, merci pour ce biais. On va faire des petits tours de table. Oui, je pense bien. Anto, un biais? Oui, un petit biais qui s'appelle l'effet Barnum, de son petit nom Phineas Taylor Barnum, qui est considéré comme le père de la pub. Voilà, je vous le casse comme ça, on ne sait jamais, ça peut servir en fin de soirée. C'est mon héros. Voilà. Et en fait, c'est l'effet qui consiste à désigner une forme de validation subjective, en fait, en balançant des généralités qui pourraient marcher sur tout le monde, mais tu le donnes à une personne en particulier, et puis il va se dire « Eh, mais c'est moi ça !» Tu es fatigué d'entendre les plateux te dire que la Terre est plate? Et donc en fait, laisse-moi lire mon astrologie tous les matins. Tu viens de me planter là, super. En fait, c'est le biais qui est utilisé donc pour tous les horoscopes. Tu vas prendre 10 journaux demain, tu vas lire ton signe et tu vas voir qu'il n'y en a pas un qui sera en accord avec les autres signes. Enfin, ton signe sera différent d'un journal à un autre. Et finalement, si tu lis les autres signes, ça marche aussi. Ouais. Et Madame Irma, c'est ça aussi. Vous allez rencontrer grand et bel inconnu. Oui, voilà. Tous les jours, en fait, quand je me balade. Oui, c'est ça. Ou vous allez avoir du changement bientôt. Ouais, je vais me changer de fringue, bordel. Ah non, sauf si t'es mon ancien patron. Si tu nous entends. Bisous. C'était des très belles années, mais il était temps de sortir de l'inertie. Merci pour ce biais, Anto. Moi, je vais vous parler d'un biais dans lequel je tombe souvent. Et enfin, maintenant, j'essaie de me soigner, évidemment. C'est le biais de confirmation. Donc, en gros, ça désigne la tendance à toujours préférer les informations qui confirment ceux pour lesquels on croit ou les idées préconçues. Et finalement, à l'inverse, on va accorder moins de poids aux hypothèses qui contredisent ces informations. Donc en gros, ça va contribuer à l'excès de confiance dans les croyances perso et ça va maintenir ou renforcer les croyances face à des preuves contraires. Oui, et c'est utilisé aussi dans les réseaux sociaux, cette espèce de biais de confirmation, avec les bulles de filtre.
si tu t'abonnes à quelques chaînes, quelques pages sur n'importe quel réseau social, les suggestions qui vont être faites un peu plus tard vont être liées à ce que tu as déjà aimé. Et tu t'enfermes dans une bulle de filtre. Et c'est exploité quotidiennement par les réseaux sociaux et autres petits trucs, genre newsletter aussi. Ouais. Enfin voilà, la pub de manière générale aussi. Ouais, c'est vrai, du coup, c'est complètement biaisé. On a un fil d'actualité qui te ramène toujours la même chose. Et en fait, c'est ça, finalement, quand on cherche à valider une hypothèse, on a tendance, en général, à rechercher des sortes de preuves qui sont compatibles avec l'hypothèse. En fait, c'est ce qu'on appelle le test positif. Par exemple, si j'essaie de vous faire deviner un nombre, et puis crevette, toi, tu te dis, je pense que c'est le 3. Mais t'as pas droit je pense que c'est le 3. Mais t'as pas droit de poser la question, c'est un nombre précis. Par exemple, qu'est-ce que tu me dirais? Je te dirais que t'as des drôles de questions déjà pour commencer. Non, mais par exemple, si vous pouvez poser que des questions générales et tu penses à un 3, qu'est-ce que tu pourrais demander? C'est impair? Voilà, exactement. Tu vas dire, est-ce que c'est impair? Mais en fait, tu pourrais complètement poser la question, est-ce que c'est un nombre pair? Et si je te dis non, eh ben, t'aurais la même réponse. Ouais, la même réponse par des Donc chemins finalement, en fait, différents. les tests positifs, c'est on veut toujours poser des questions où la réponse est oui. Donc on cherche toujours à confirmer. Mais le test inverse aurait donné exactement la même conclusion. Donc le souci, c'est avec le nombre colossal d'informations dont on parlait tout à l'heure, avec ce flux incessant, on trouve tous les avis et tout leur contraire, absolument tout. Donc en fait, finalement, on va toujours trouver ce qu'on trouve. Et donc du coup, on est toujours biaisé. Donc moi maintenant, quand je cherche une réponse à une question, j'essaye soit de poser la question la plus neutre possible, ou alors à l'inverse, et c'est ça le principe de la méthode scientifique, c'est de chercher le contraire. Tu voulais dire quelque chose, du coup, Richou? J'ai un dicton pour ça. Ouais. Parce que j'aime beaucoup les dictons. Et ça dit celui qui n'écoute qu'une cloche n'entend qu'un son. Ah. C'est joli. Moi, j'allais dire thèse, antithèse, synthèse, mais ça marche aussi. Ouais, ou l'essentiel, c'est que ça valide. Mais non, espèce de validiste. Ah. Allez, on fait un second petit tour de table avec un second biais. Est-ce que, Richou, t'as un second biais Oui, j'ai un second biais. Celui-ci, je l'ai choisi parce que c'est le premier dont j'ai entendu parler et c'est celui qui m'a fait mettre le doigt dans l'engrenage de la zététique. Et ça fait mal. Ouais, c'est ça, un petit peu. Mais voilà, c'est le biais du survivant. Donc derrière ce nom un petit peu glauque se cache en fait une erreur statistique qui se produit quand on n'étudie pas toute la population pour un phénomène donné ou qu'on étudie que les survivants. Coucou l'étude du coronavirus. Oula, c'est noir. C'est dangereux ce que tu dis là. Donc l'exemple qu'on a, c'est une étude sur les blessures des chats qui ont subi des chutes depuis des immeubles. Et on a montré que les chats qui tombaient de plus de 6 étages de haut avaient des blessures moins graves que ceux qui tombaient de plus bas. Ah oui, je vois de quoi tu veux parler. C'est ce qui est assez surprenant comme étude, mais statistiquement, les chiffres collent. Mais il faut se rendre compte que l'étude ne portait que sur les chats qui étaient emmenés chez le vétérinaire, et que si le chat était mort sur le coup à cause de sa chute, on avait tendance à ne pas l'emmener chez le vétérinaire. Oui. Et donc l'étude était basée sur uniquement les chats qui avaient survécu, uniquement les survivants, et donc on est arrivé à une conclusion fausse. Ouais, super, merci pour cet exemple et on pense bien à nos amis les chats. Crevette. Non, un chat, second on a biais. dit. Ah oui, pardon, mais je maîtrise pas bien le bruit de la crevette. Alors moi, je vais retourner du côté de notre grand méchant ami la pub, avec mon grand copain, l'effet de simple exposition. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est un biais mnésique. Quand je vous dis mnésique, il faut comprendre ce qui concerne la mémoire ou les moyens facilitant la conservation des souvenirs. Jusque-là, c'est bon? Ouais, Je vous ai pas faux. perdu. Donc, en fait, ce biais a donné naissance à une forme de communication toute particulière à laquelle nous sommes tous confrontés chaque jour malgré nous, la publicité. Concrètement, le simple fait de vous exposer au préalable et ou à répétition à quelqu'un et ou à un produit favorise une réaction positive de votre part. Tout simplement, en jouant sur la familiarité et par extension en fait sur l'affect, il est possible d'influencer votre perception et donc votre ressenti. Et ça marche avec un paquet de trucs. Dans une expérience menée par Robert B. Zajonc, qui était donc psychologue américain spécialisé dans la psychologie sociale et les phénomènes de groupe, on a exposé des sujets à des mots de 7 lettres sans aucune signification. Pour vous les citer, il y avait ictitaf, cardigras, enfin bref, voilà. Et on leur a présenté en fait ces mots, qui ne voulaient absolument rien dire, comme étant des mots d'origine turque. Et en fait, on a exposé ces sujets
à ces mots, à différentes fréquences, à différentes répétitions. Et à la suite de ça, on leur a demandé si, selon eux, le mot devait désigner quelque chose de positif, de neutre ou de négatif. Et en fait, les résultats montrent que les mots qui ont été exposés un plus grand nombre de fois sont jugés de façon plus positive que ceux qui ont été vus moins souvent. Et en fait, ces résultats ont été reproduits de nombreuses fois avec plusieurs stimuli, pas forcément des mots. Et on a même poussé le vice jusqu'à les exposer à des stimuli de nanosecondes, concrètement. Donc, c'est-à-dire qu'ils voyaient plus de mots que ce qu'eux voyaient, mais le cerveau était capable de les encaisser. Et en fait, c'est pire que ça, c'est-à-dire que cette théorie tendrait justement à prouver l'effet des messages subliminaux. C'est-à-dire que les gens qui avaient vu des messages subliminaux et qui s'en étaient pas rendus compte, alors qu'ils l'avaient vu qu'une fois en vrai, trouvaient que ce mot était plus positif que le reste. Ah, c'est un peu le principe du coup des fake news, à force de dire que c'est justement, vrai, en fait, vous avez vous avez plusieurs points de figure plusieurs positions, on va dire, dans la publicité. Il y a ceux qui ont le budget qui vont faire une pub très marquante, et il y a ceux comme Mercurochrome qui ont 30 secondes d'antenne. Je n'osais pas les citer. Ah non, mais je vais les citer, bisous les pansements, qui vont vous passer en fait en 30 secondes 3 fois la même pub. C'est ce qu'on appelle du matraquage. Juvamine. Oui, si je vais bien, c'est Juvamine. Fervex aussi. Je sens qu'on a tous des expériences à partager. Ah, mais comme quoi, ça rentre bien. Hein. C'est extrêmement inquiétant, ceci étant dit, comme phénomène, parce que ça veut dire que même si sciemment, je sais que c'est une pub, la pub Silitbang, où en un coup d'éponge, la gazinière complètement encrassée devient magnifique, que la pub est fausse, le simple fait de la voir encore et encore. Mais même sans forcément la voir encore et encore, en fait, un truc tout simple. Un jour, tu dois acheter un truc. Admettons, t'as jamais eu d'appart, c'est le début, t'es étudiant, tu débarques, et finalement, tu te rends compte que tes chiottes sont encrassées et qu'il faut nettoyer un truc. Tu te retrouves devant un rayon que t'as jamais vu de ta vie, avec 18 produits dont t'as jamais vu les marques, et il y en a un que t'as vu à la télé. Fatalement, je suis désolée, s'il est pas plus cher que les autres, c'est celui-là que tu prends. Ouais, ça c'est fort. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas regarder la publicité. C'est très dangereux. Merci beaucoup pour ce biais super intéressant, Crevette. Anto. Ouais, ben moi je vais continuer dans les noms. Ouais. Avec non. Si. Si. L'effet Streisand de son petit nom, Barbara Streisand. Pourquoi ce petit nom ? En fait, c'est le phénomène de vouloir empêcher que quelque chose soit divulgué. Une information. Une information. Et que, en fait, en voulant l'empêcher, ça va amplifier le fait de vouloir voir cette information. C'est son nom qui est ressorti parce que c'est en 2007. Il y a une photo de sa belle demeure qui est passée dans un journal et elle a dit mais je veux pas que vous voyiez ma maison sur un journal. Et en fait, ça serait passé totalement inaperçu si elle avait juste fermé sa gueule. Et donc du coup, ça a amplifié, et du coup, ça a donné son petit nom. Il y avait un autre nom avant, mais je vais préférer garder le nom de Streisand. Donc elle a essayé de faire censurer, et du coup, la censure elle-même a fait le buzz, et elle a eu du coup l'effet inverse. Quoi. Elle a stimulé la curiosité en voulant étouffer l'affaire. Ouais, pourquoi elle veut interdire Et du coup, c'est un effet qui est souvent utilisé à bon escient, notamment pour ceux qui veulent faire censurer des chaînes YouTube ou juste une vidéo YouTube parce que ça plaît pas. La communauté fonctionne tellement bien que ils vont repartager cette vidéo en masse et du coup, si le gars avait pas voulu faire censurer, ça serait jamais passé. Ouais. Ça alimente du coup des faux buzz. C'est comme d'habitude, c'est réutilisé ensuite en marketing, publicité. Merci beaucoup pour ce biais. On va finir avec un dernier biais, l'effet Dunning-Kruger, du nom de ces deux auteurs. Donc ça, c'est un biais cognitif, en gros, qui dit que les moins qualifiés dans un domaine, ils ont tendance à surestimer leurs compétences. Pourquoi en fait ? Finalement, quand vous découvrez un domaine, donc vous n'êtes pas qualifié, vous vous intéressez à un nouveau sujet, donc vous lisez quelques articles, et très vite vous apprenez des choses. Et du coup, vous avez déjà, d'une part, l'impression de connaître, de découvrir plein de choses, ce qui est vrai, mais vous mesurez pas du tout, finalement... la grandeur du domaine que vous apprenez, vous êtes incapable de juger votre propre compétence parce que vous ne connaissez pas l'étendue. Et donc du coup, ça vous donne l'impression que finalement vous en savez beaucoup plus que vous pensez. Donc du coup, quand vous êtes débutant, vous avez tendance à surestimer votre compétence. Et à l'inverse, quand vous commencez à devenir un expert dans le domaine, ça devient vos études, vous avez fait des années d'études, vous vous rendez compte que finalement le domaine est très complexe, que tout n'est pas manichéen, finalement c'est plus compliqué que ça n'y paraît, il y a des subtilités, ça vous rend humble en fait par nature, parce que vous savez que vous ne pouvez pas répondre par un simple oui ou non. Et finalement, vous avez tendance à dire «
ah oui, je suis expert, mais alors, je m'y connais pas trop. Le sujet est compliqué. Et du coup, vous avez tendance à sous-estimer. Donc ça, il y a des études réalisées avec notre ami la méthode scientifique qui montrent que systématiquement, quand vous débutez, et on l'a bien vu, je voulais parler de ce biais parce que c'est un biais mais absolument d'actualité avec le Covid. Tous les pro-Raoul ou autres, enfin qu'importe, mais c'est n'importe qui s'estimait scientifique tout d'un coup, et quand justement il y a eu beaucoup de praticiens de la zététique qui ont communiqué pendant le Covid, et des personnes qui ont fait des thèses, qui ont un cursus qui font que c'est des experts émérites. Et des simples personnes, juste par opinion sur Internet, disaient bah non, c'est pas vrai. Voilà. Et parce qu'ils avaient lu 3 articles sur des réseaux sociaux et ils s'y trouvaient experts. Donc voilà, donc c'est un biais, soyez humble, et c'est un bon exemple parce que ce soir on parle de zététique et on a l'impression d'avoir découvert plein de choses, mais soyons humbles, il faut creuser le sujet de la zététique pour commencer par nous-mêmes. Voilà pour le petit tour des biais. Du coup, une petite conclusion, Anto, une petite conclusion. La zététique, on a vu un petit peu, on a fait pas mal de tours de table, on a vu des points de vue différents, les biais étaient très intéressants. Pour faire un peu plus simple, la zététique, elle n'est pas là pour empêcher le monde de tourner, elle donne justement des outils pour faire en sorte qu'il tourne correctement. Elle n'est pas là non plus pour montrer du doigt, mais surtout pour informer. Il est donc important de développer son esprit critique et de vérifier les sources d'information. Pour un petit adage, c'est un petit peu un sport mental. Tu exerces ton esprit critique et tu allonges la foulée. Est-ce que ça vous... Non, vous n'avez pas envie d'allonger la foulée. Ok, bon. Si, moi ça marche. Ok, bon, ben, je suis parti. Je vais arrêter avec mes blagues. Hein. Par contre, comme tu disais, faut rester humble. Donc ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de savoir tout sur tout. Vous donnez des clés pour comprendre quelque chose, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout savoir. Vous avez peut-être des petits livres ou des choses comme ça à conseiller avant que je commence, moi. Oui. Vas-y. Oui. Alors, à cause ou grâce, c'est à vous de décider, à cette émission, je me suis un petit peu penchée sur la zététique puisque je ne connaissais pas ce que c'était avant. Et grâce à vous, je me coucherai moins bête. Et je suis tombée en fait sur le blog du Radi, qui lui fait de la zététique plutôt axée sur l'économie et la politique en général. Et alors lui, il est disponible sur pas mal de plateformes. Je crois qu'il a une chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez le retrouver sur Spotify, Apple Podcast, tout ça. Et je vous conseille notamment son épisode sur l'éthique, le bio, l'équitable, le RSE, social et solidaire. Est-ce que ça vaut vraiment mieux que rien ? C'est surtout ça en fait, la partie importante de la phrase. Est-ce que ça vaut mieux que rien ? La question elle est vite répondue. Moi j'ai 2 chaînes YouTube que je suis assidûment. La première c'est Hygiène Mentale, hein. C'est une chaîne qui est vraiment exclusivement dédiée à la zététique avec plein de présentations sur des sujets. Ça parle aussi bien de théorie, de biais que de méthodologie, donc c'est vraiment un très bon site pour débuter, et de manière ludique avec des vidéos avec quelqu'un qui a une très bonne diction, c'est vraiment agréable. Et la seconde chaîne c'est la statistique expliquée à mon chat, donc là c'est intéressant aussi parce que c'est exclusivement basé sur les stats, mais c'est comment on a tendance à moins bien interpréter, à mal interpréter des fois les statistiques, donc ça donne plein d'outils. Des choses sur lesquelles on peut se tromper dans la vie en mal interprétant les statistiques. Donc voilà mes 2 petites chaînes coup de cœur. Ouais, moi j'ai un livre, alors ça me fait une petite ouverture parce qu'au final c'est un livre qui est une introduction à la psychologie cognitive. Ah, intéressant. Donc c'est en fait une branche de la psychologie qui dit que les émotions sont générées par les pensées, et que comme les pensées sont soumises à la cognition, en fait, à l'interprétation par le cerveau, et ben les pensées sont soumises au biais cognitif, justement. Et que donc, on peut améliorer son état mental, on peut soigner des dépressions, on peut soigner plein de choses, simplement en comprenant et en réparant les biais dans nos pensées. Le bouquin s'appelle « Feeling Good » et c'est de David D. Burns. Merci beaucoup. Du coup, voilà, on a quelques petits outils. N'hésitez pas à aller vérifier via les articles, des livres et des revues scientifiques, il y en a pléthore. Moi, je vais juste vous parler d'un petit livre qui va vous permettre de voir un petit peu, de déceler en tout cas les mécanismes de réflexion et surtout de manipulation qu'on nous sert allègrement, à savoir L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Donc là,
Présenté comme ça, c'est vous allez vouloir avoir raison. C'est justement l'inverse. Il vous présente les différents biais et arguments, et ça va vous permettre de développer les mécanismes de défense pour ces biais-là. Et de mon côté, je vais vous conseiller aussi deux chaînes YouTube d'ailleurs. La première, c'est La Tronche en biais, qui en fait développe l'esprit zététique. C'est un petit peu ce qui m'a fait aimer la zététique. Avec plusieurs expériences, beaucoup de professionnels qui participent à cette chaîne. Et la deuxième chaîne, Le Défécator, pour ceux qui connaissent, je sais. Tout à fait. De nom. Tout à fait. Eh ben, je vous la conseille parce qu'en fait, lui, il fait pas de la zététique, il fait de la démonstration, comment décrypter quelque chose qui peut être fallacieux, en vous donnant comment voir une image comme si elle est truquée, comment vérifier ses sources. Voilà, c'est vraiment une chaîne qui va être dédiée à vous donner des outils pour se défendre contre ce qui peut nous agresser. Des armes. Exactement, des armes. Super, merci pour cette conclusion en tout. On vous retrouve du coup pour une prochaine émission où on parlera certainement de religion, de spiritualité. En tout cas, pour cette première émission sur la zététique, c'est tout pour nous. Donc on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à plus tard. Salut. Au revoir. Ciao tout le monde. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris. Vous pouvez répéter la question? Parfait, il n'a rien compris. L'essentiel, c'est que ça valide. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Alors moi, il m'épate. Oui, c'est notre culture. Tu serais pas un peu con, lui? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Au revoir.